pandémie de coronavirus. Bloomberg, qui est spécialisé dans les analyses et projections économiques, a déjà démontré que l'économie chinoise a été frappée, notamment dans les secteurs fondamentaux, notamment dans l'automobile, qui a connu, je vais dire, une diminution des ventes, des chiffres d'affaires de plus de 85%, mais également les secteurs manufacturiers, qui a connu une chute de 80%, et la projection permet de voir que donc si cette situation continue et si les nations, dans leur élan de solidarité pour juguler cette pandémie, n'arrivent pas à le faire à temps, eh bien, l'économie mondiale connaîtra une perte de plus ou moins 2700 milliards de dollars. Et même que l'industrie, le secteur manufacturier chinois pourra avoir une chute qui va avoir des répercussions sur le plan international et notamment sur les grandes économies. Parce que vous savez, la Chine aujourd'hui, l'usine du monde en ce qui concerne notamment les pièces de réchange et beaucoup de pièces maîtresses qui entrent dans la fabrication des ordinateurs, des machines et même des produits chimiques, de boissons, notamment le coca de régime, le coca zéro. Par exemple, Coca-Cola, dans l'État de Washington à Seattle, a lancé l'alarme pour dire que bientôt, ces usines de Seattle ne pourront pas avoir le produit qu'on utilise pour fabriquer le coca de régime. Et même Apple, même beaucoup d'industries américaines commencent à sonner l'alarme pour dire, à enclencher la sonnette d'alarme pour dire que si cette pandémie continue, eh bien, même l'économie des États-Unis connaîtra une contraction de plus ou moins 1,5-1,8%. En RDC, c'est même plus grave parce que, comme vous savez, 80% de notre cobalt va en Chine. Et donc, aujourd'hui, avec les ralentissements, je veux dire, avec la récession qui guette la Chine, et donc la Chine pourra mettre un peu un frein à l'importation du cobalt, de cuivre, de coltan, de pyrochlore, etc. Et dans un contexte où déjà, notamment les cabinets de l'ancien Premier ministre et professeur d'économie Matata et le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont démontré que en 2019, l'économie congolaise s'est mal comportée, ayant perdu, je crois, 1,5% de sa croissance. Et donc, si la Chine, son économie, connaît un ralentissement majeur et que la Chine n'importe pas beaucoup de nos produits, eh bien, nos recettes, en termes de recettes minières, vont connaître également une baisse et ça va avoir des implications sérieuses sur la capacité de mobilisation des revenus. Encore qu'aujourd'hui, on parle de la capacité des trésoreries de 5 milliards seulement. Donc, l'opinion publique doit comprendre qu'on a intérêt à prier pour que cette pandémie ne puisse pas continuer, qu'on trouve des remèdes plus vite que possible. Évidemment, je pense qu'on doit intercéder, mais également, je pense qu'on remarque de manière tout à fait fascinante la mobilisation des experts au point de vue international pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse trouver des remèdes les plus vite possible. Parce que, comme vous avez vu, notamment, Bloomberg a démontré également, et nous l'avons vu pour ceux qui suivent CNN, ceux qui suivent Bloomberg, que les index de grandes places boursières, notamment les Dow Jones, a connu une chute, la plus grave des chutes des époques de 2008. Les CAC 40, les DAX, les FTSE anglais, a connu aussi une chute vertigineuse. En telle enseigne que, à la place de New York, on était même obligé d'arrêter les transactions. On va contextualiser. On va contextualiser cette crise par rapport à la RDC. Donc, la RDC pourra connaître une baisse budgétaire. Il y a même la projection réaliste, pragmatique du ministre Sélé, projetant la capacité de mobilisation à plus ou moins 5 milliards, même ces 5 milliards-là, la probabilité est grande que si cette pandémie, avec, je veux dire, ses effets tectoniques massifs continuent sur le plan international, et la probabilité est grande qu'on ne soit même pas en mesure de mobiliser les 5 milliards en question. On pourra peut-être descendre à 4 milliards. C'est maintenant donc qu'il faut qu'au sommet de l'État, on fasse preuve d'un génie de statesmanship, comme on dit, comme pour répondre l'expression chère à Adam Smith. Le statesmanship, ça veut dire d'hommes d'État ayant l'essence de l'innovation, de la créativité, pour trouver les modalités les meilleures, afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas un blocage vertigineux qui ne nous permettra pas d'avoir même 5 milliards, ce qui va créer des problèmes sociaux énormes et va ralentir notre développement. Oui, c'est bien de relever cela.
mais s'il vous avez été demandé de proposer. S'il m'était demandé de proposer, la première démarche, c'est ce que le ministre Sylvestre Ilunkamba est en train de mener en ce moment. Ça veut dire aller dans les régies financières, c'est rassurer que la batterie de mécanismes de maximisation, d'optimisation des revenus, notamment le coulage et notamment l'encadrement des grandes entreprises, que ces mécanismes-là soient assortis d'efficacité, d'efficience pour que les projections en termes de recettes puissent être augmentées. Mais il faut également aller dans les sens de, et ça je pense que c'est l'une des modalités meilleures, je pense qu'il faut envisager une taxe spéciale ou un impôt, j'appellerais ça une taxe nationale de solidarité pour la reconstruction, sur la bière, la consommation de la bière, sur la consommation de l'alcool, sur le carburant. Ça c'est une modalité. L'autre modalité, c'est avoir de la lucidité par rapport, par exemple, au coltan. Notre frère, j'ai oublié son nom, l'honorable, j'ai oublié son nom, Kokoniangue, notre frère Joseph Kokoniangue, à plusieurs reprises, il a démontré, et cela a été démontré également par les US Geological Survey, c'est démontré que dans le coltan, nous nous focalisons plus et on ne taxe que une partie du coltan, qui est la tantalite. Mais la partie colombite, qui est plus stratégique et plus importante que même les cobaltes, on ne la taxe pas. On déclare que le coltan comme un tout, alors que le niobium est hautement stratégique. Il y a le niobium non seulement dans le coltan, mais il y a le niobium dans le pyrochlore. Donc il faut mettre en place des mécanismes d'ici 3 mois qui vont permettre à ce que nous puissions extraire, je veux dire, les données fiables qui vont nous rendre, mettre dans une situation où nous pouvons être en mesure de taxer la partie niobium du coltan et le niobium du pyrochlore. Parce que le Rwanda à côté fait une moyenne de 200 millions de dollars sur ses exportations de coltan. Voyez-vous, encore qu'une grande partie de ces coltans viennent chez nous, parce qu'il faut dire ici, très objectivement, que US Geological Survey a démontré que la strate géologique qui porte le coltan traverse et va au Rwanda. Mais notre production est de loin plus grande. Il y a une partie qui est transférée au Rwanda de manière clandestine. Et donc, nous devons également regarder de ces côtés-là. Mais l'autre côté, c'est bien regarder la comptabilité des entreprises minières. La comptabilité des entreprises minières. Parce que je me rappelle qu'à l'époque des Matata, on avait démontré qu'on utilisait ces entreprises dans leur comptabilité. Ils avaient plusieurs comptabilités qui démontraient des taux d'amortissement qui étaient exagérés, l'endettement qui était exagéré, pour simplement cacher dans leur tableau de formation des résultats la strate, ou si vous voulez, le segment sur lequel on peut extraire des profits. Donc, il faut aujourd'hui qu'on procède à un brainstorming, comme on dit, Rémi Ménez, pour imaginer les modalités les meilleures qui puissent nous permettre de maximiser, dans ces contextes de vulnérabilité économique mondiale, de maximiser les revenus. Mais l'autre démarche, c'est de dire que le président de la République doit être réaliste et pragmatique. Voyez-vous, ça ne sert à rien d'aller aux États-Unis, de dire, bon, voilà, nous avons des relations privilégiées aux États-Unis avec les Américains, sans mettre sur la table, par exemple, une demande concrète pour des projets concrets, susceptibles de générer une plus-value, pour lesquels vous demanderez, par exemple, 5 à 10 milliards. Je vais vous dire une chose, il ouvre une parenthèse que je ferme très rapidement. Le président de la République a soutenu la politique de paix du président Trump. Bon, il l'a fait, il est président de la République, il connaît, il sait pourquoi, dans son cœur, il l'a fait. Mais regardez, le plan de paix que propose Trump dans le Moyen-Orient entre Israël et Palestine, la contrepartie que Trump met sur la table au bénéfice de Palestiniens, vous savez, elle consiste à quoi? 50 milliards de dollars. La Palestine, ce n'est même pas autant grand que Kimbanseke. 50 milliards de dollars. Nous allons soutenir un plan de paix qui a en contrepartie 50 milliards de dollars aux Palestiniens, et en contrepartie, nous recevons quoi? Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut une diplomatie réaliste avec les Américains pour dire, c'est vrai, monsieur, relations privilégiées, c'est vrai, mais voilà, nous sommes un sous-continent pour des projets ABCD. Il faut avoir des projets concrets, des projets cohérents qui sont arrimés à notre cadre logique stratégique pour dire, voilà, nous avons besoin de 5-10 milliards. Mais cette démarche doit être menée dans un contexte de la multipolarité. Cette démarche doit être menée vis-à-vis des Anglais, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine. La Chine a beaucoup d'argent. Et surtout en ce moment de vulnérabilité de la Chine,
Si vous faites cette démarche, je suis convaincu que nous pouvons avoir au moins 10 milliards, dont une partie peut être sans intérêt et une autre partie avec intérêt, pour réaliser des projets accélérateurs susceptibles de nous protéger vis-à-vis de cette menace de la géoéconomie mondiale. Nous sommes un sous-continent, nous ne pouvons pas nous contenter de menus frétins, 1 milliard de dollars pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Encore que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un projet producteur de la plus-value à court terme ou à moyen terme. C'est-à-dire que vous avez former les enfants, vous avez former les étudiants qui pourront travailler et générer peut-être l'hyper dans 10-15 ans. Merci pour des propositions, Kabasso Bokatolodi. Mais cette fois-ci, vous avez parlé des États-Unis qui a, il n'y a pas longtemps, transféré... Intellectuel qui s'était focalisé sur les problématiques du Sahel. Il y a des plus grands experts en cette matière-là. Et aujourd'hui, la politique du président Trump et des conservateurs de manière générale, c'est une politique de retenue par rapport aux guerres. Faire en sorte que l'Amérique soit grande et qu'on évite de s'y mixer dans des guerres à plusieurs têtes, comme la guerre du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, les gens se font beaucoup d'illusions pour dire « Oh, écoutez, nous sommes avec les Américains, ils vont nous protéger, ils vont nous... » C'est une illusion. L'idéologie de républicains, des conservateurs n'est pas celle-là. Regardez. Ils ont signé. Vous faites mention à la signature de cet accord avec les talibans. Justement, non seulement ça. Mais regardez ce qui s'est passé en Crimée. L'Amérique n'a pas voulu s'y mixer. Regardez ce qui se passe en Syrie. Avec les Russes qui sont en train de soutenir Bachar al-Assad et qui sont maintenant en confrontation avec la Turquie, qui est un pays de l'OTAN. L'Amérique ne veut pas s'y mixer dans cette affaire-là. Bien au contraire, les États-Unis sont en train de vouloir retirer leurs troupes de la Syrie et de l'Irak. Et maintenant, là, ils ont signé des accords avec les talibans. Pourquoi? Parce que l'Amérique a dépensé plusieurs milliers de milliards, ont été engloutis en Afghanistan et en Irak et dans le Moyen-Orient de manière générale. Et donc, les Américains ne vont pas continuer à agir de cette manière-là, surtout les conservateurs. Par contre, ce qu'il faut craindre, c'est que si, par exemple, ce qui va se passer maintenant, c'est que Joe Biden va certainement l'emporter sur Sanders, parce que Sanders est de l'extrême gauche. Revenons au Congo. Non, je voulais faire... Atterrissez. J'ai lu ça au Congo. Oui. Si un démocrate passe, si Joe Biden passe, il y aura beaucoup plus de pression sur le Congo que maintenant. Pourquoi? Parce que justement, les démocrates, c'est des vates en guerre. Les démocrates, ils veulent leur idéal. Rappelez-vous, entre 2015 et 2016, mais qui poussait pour la déstabilisation ici? Qui poussait pour dire Joseph Kabila veut s'éterniser au pouvoir, nous soutenons... George Bush était vat en guerre, c'est George Bush qui a lancé la guerre en Irak. Non, George Bush était pas vraiment vat en guerre, mais c'était un réflexe des Américains de manière générale, parce que le prestige des Américains avait été étiolé par l'attaque de septembre 11. Très bien. Peter Pan, envoyé au Sahel, c'est lui qui va arriver, va assurer la non-balkanisation de la RDC, c'est ça? Nous devons anticiper, monsieur le journaliste. Je lance un appel à l'Assemblée nationale, au Sénat, à tous les Congolais, aux intellectuels, aux parlementaires, et surtout aux responsables de la Commission des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour écrire maintenant à leurs collègues du Congrès, je veux dire de la Chambre des représentants et du Sénat, pour dire que nous ne voulons pas qu'on envoie dans notre pays un envoyé spécial qui va promouvoir des politiques qui, en fait, actionnent des divisions dans notre pays, actionnent, je voulais, des confrontations. Nous ne voulons pas avoir quelqu'un qui a une idéologie qui est contraire. Qui actionne l'effectivité des mini-États. Mais voilà, justement, nous voulons quelqu'un... Il y a beaucoup je veux dire, des diplomates de la droite ou de centre-droite qui ont des idées plus cohérentes par rapport à la stabilité, par rapport au développement économique. Normalement, les conservateurs, c'est le développement économique. Mais les choix d'un diplomate ne dépendent pas de la volonté de notre pays. Si. Pas peut-être en termes de volonté, mais en termes d'influence. Vous ne pouvez pas accepter dans votre pays qu'on vous envoie un ambassadeur qui est hostile à votre pays.
la théorie de réalisme, ce qu'on appelait le réalisme de Hans Morgenthau, même s'il y a eu après les réalismes structurels et le libéralisme et le constructivisme, etc. Mais les réalismes d'Hans Morgenthau dominent toujours. Dont les rapports entre les nations, la dynamique des pouvoirs entre les nations, ce sont les intérêts des États qui prédominent. Et donc, vous devez anticiper. Les États-Unis sont toujours alertes pour savoir quel est l'ambassadeur qu'on veut envoyer chez nous. Vous n'allez pas, vous, Russes, envoyer un ambassadeur qui a tenu des propos qui sont contre les intérêts des États-Unis. Vous n'allez pas, vous, Brésiliens, les Brésiliens, par exemple, ne peuvent pas envoyer aux États-Unis un ambassadeur de l'extrême gauche. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, Bolsonaro, il est un conservateur de centre-droite. Donc, les États, dont les contextes de la géopolitique sont alertes, anticipent. Quand on parle de postes de diplomates, de chargés d'affaires, d'envoyés spéciaux, des conseillers militaires, les nations sont alertes, anticipent, font du lobbying pour dire « nous pensons que telle personne peut ». À telle enseigne que même certaines nations utilisent des lobbies, utilisent les relations au Congrès, au Sénat, dans les milieux des républicains, pour promouvoir la nomination d'un ambassadeur qui est propice à la défense de leur cause. Nous, quand on a nommé Peter Pham, personne n'a bougé les petits doigts. Pourtant, on devait taper du poing sur la table et déclarer Peter Pham personne non grata. Et ma foi, il faudra comprendre aussi, connaître les méandres de la diplomatie. Mais justement, si vous parlez, écoutez, la diplomatie, c'est pas... comprendre et connaître les acteurs, les acteurs politiques au niveau du Congrès des Américains. Sinon, nous allons nager à nous parlons aujourd'hui, monsieur le journaliste, 60 ans après, nous parlons, écoutez, nous avons fait ça en diplomatie, nous avons placé le Congo sur orbite, alors que c'est pas, en réalité, entre nous, c'est pas vraiment, la vérité absolue. Parce que, en 2001, le Congo, entre 1997 et 2001, le Congo était dans le gouffre diplomatique. Il y avait des ambassades où on ne payait plus les loyers, où les diplomates n'étaient plus payés. Il y avait des bâtiments de nos missions diplomatiques en décrépitude totale. Joseph Kabila a commencé un travail. C'est vraiment sur Joseph Kabila que notre diplomatie a repris. Parce que là, on a payé les arriérés des diplomates. On a remis les Congolais dans les organisations internationales. On a réparé des bâtiments. Le bâtiment de Washington, là, c'est un bâtiment qui fut en délabrement. Hideux. C'est sous Joseph Kabila, sous Matata, qu'on a donné un peu de sous pour commencer à les réparer. Maintenant, on a avancé avec le président Tshisekedi. Il a donné un coup d'accélérateur. C'est vrai, on est visible. Mais la visibilité diplomatique n'est pas nécessairement une question, n'est pas nécessairement, je dis, un processus qui donne de la substance à la diplomatie. Maintenant, il faut donner de la substance à la diplomatie. Il faut avoir des diplomates qui sont des fins connaisseurs de la géopolitique et de la géostratégie, qui sont capables de mobiliser des réseaux dans les pays où ils opèrent, notamment pour les finalités de développement, mais également les finalités de sécurité. Voyez-vous, à l'époque de Mobutu, les agents de l'ANER, de la sécurité extérieure de l'ANER, qui étaient dans les missions diplomatiques, c'était des gens sérieux, outillés, qui avaient une capacité analytique tout à fait extraordinaire et d'anticipation. Voyez-vous. Et donc, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, les ministères des Affaires étrangères, qui dans d'autres pays est appelé un département, c'est un véritable laboratoire de la pensée stratégique sur le plan intérieur, avec des cadres outillés et formés. Voyez-vous. Et donc, si nous ne sommes pas capables de faire en sorte que les ambassadeurs qu'on nous envoie ici, même les ambassadeurs des pays africains, même les ambassadeurs d'autres pays, nous devons savoir, le Nigeria veut envoyer qui aux Nations Unies? Cette personne-là est de quelle idéologie? Notre ambassadeur au Nigeria, à Abuja, doit être en mesure de faire ce décryptage-là. Les responsables de renseignements extérieurs à Abuja doivent être en mesure de nous donner un décryptage de la sphère diplomatique, la machine diplomatique nigérienne pour dire tel va être à tel poste, pour que nous puissions être en mesure de dire est-ce que nous pouvons capitaliser cet acteur diplomatique-là pour des positions à l'ONU, par exemple, ou pour des positions à l'Union africaine, des positions pro-Congo, voyez-vous. Et donc aujourd'hui, je pense que on doit féliciter, apprécier les présidents Trump d'avoir délocalisé Peter Pham, qui est en incongruité diplomatique en RDC. Kabassou Babouka Tolondi, c'est votre nom. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission. Aujourd'hui, vous avez compris les enjeux géopolitiques sur le plan national, les implications qui s'appellent
à avoir par rapport à cette pandémie des coronavirus qui a des ramifications sur le plan économique. Il s'est étendu sur ces questions. Eh bien, lui, c'est Iber Kabasso Aboukatoulandi. Il nous a donné des éclaircissements en rapport avec la diplomatie agissante. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres invités, surtout avec la même pertinence. Au revoir et à la prochaine.